Voilà, bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo. Nous sommes aujourd'hui le 4 décembre 2018. Nous vous saluons encore une fois partout où vous vous trouvez. Nous savons que beaucoup d'entre vous, vous êtes branchés sur, excusez-moi, vous êtes branchés sur vos petits écrans d'ordinateur, de iPad, de laptops, même de téléphones, pour suivre l'actualité politique à RDC qui est marquée par la campagne électorale, notamment aujourd'hui, l'arrivée de M. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Vous savez, ils forment un ticket qu'ils appellent ticket gagnant. Ils sont arrivés à Goma. Nous allons brièvement, nous allons parler de ça. Les images existent, donc nous n'aurons pas beaucoup à dire là-dessus. Et nous allons ensuite parler, je vais parler d'un journal kényan qui est revenu sur la rencontre de Genève. Évidemment, nous allons aborder d'autres sujets selon que vous aurez à poser des questions qui vont toucher à ces sujets-là. Alors, la tradition veut que sur Anglo-Congo, nous puissions reconnaître les 10 premières personnes qui sont connectées. Jusque-là, je vois sur mon écran, il y a 5 personnes qui sont connectées, parmi lesquelles la première d'ailleurs c'est Aimé Chitekou, suivi de Didier Kanangila. Aimé Chitekou me salue, dit bonjour Anglo-Congo, je dis bonjour. Le nombre est en train d'augmenter. Je vois la 6e, 7e personne. Alors, nous allons donner, Maman Sol Esther Cass est entrée aussi. Nous allons donner quelques brèves. J'ai posté sur mon mur quelque chose, donc une déclaration, disons une phrase de Joseph Kabila, là où il parle avec dédain de nos compatriotes, les Nandés du Nord Kivu. Les Nandés, c'est le peuple qui se trouve, comme on dit, dans les grands nord du Nord Kivu, donc dans la contrée de Beni, Butembo. Et vous savez, ils sont connus pour être des grands commerçants, des grands hommes d'affaires. Et aujourd'hui, à Kinshasa, la présence remarquable des Nandais est connue de tout le monde dans les immeubles qu'ils achètent, les business qu'ils sont en train de faire. Voilà. Alors, j'avais mis cet article. Où est-ce que je l'ai tiré? Ce n'est pas, je n'ai pas inventé ça de moi-même. C'est un article. Plutôt, qu'est-ce que je dis? J'avais mis cette phrase, je l'ai tiré d'un article. C'est un article enquête qui vient de l'organisation qu'on appelle Jewish World Watch. Donc, c'est une organisation qui est basée aux États-Unis, plus particulièrement à Washington. C'est une organisation juive, donc qui veille sur les Juifs à travers le monde, mais aussi sur d'autres peuples qui sont en train de connaître les génocides ou les massacres tels que les Juifs les avaient connus à l'époque d'Hitler. Alors, c'est un article qui date j'ai encore la date ici, qui date du 16 novembre 2018. Et je suis revenu là-dessus mais qui a été encore publié hier. Alors j'ai trouvé, c'est un long article, je suis en train de m'efforcer de les traduire, mais j'ai trouvé quelques phrases telles que Kabila qui dit, et c'est eux qui disent ça, donc c'était à Kingakati devant témoin, Kabila avait dit, I hate these Banande, Nande people. They think they are strongest. They are the strongest because of their trade. I'm able to make them poor. Alors, j'avais traduit ça, ça veut dire je déteste ou je hais. J'ai la haine contre les Banandés
Ils pensent qu'ils sont les plus forts à cause de leur commerce, mais je suis capable de les rendre pauvres. Dans cet article, Jewish World Watch, qui a mené une enquête sur terrain par ses agents à Goma, Béni, ils sont parvenus à établir la conclusion comme quoi Kabila est impliqué lui-même dans les tueries qui se passent à Béni. Hein? Donc, Kabila n'est pas innocent. Et pour ceux qui vivent Goma, Béni, je parlais avec une missionnaire, une blanche, qui me dit que Kabila achète des fermes là-bas. Il a une ferme, vous savez, on avait brûlé une de ses maisons incendiées. Il a une ferme là-bas, il achète des terres. Et tout ça, pourquoi? Parce que la terre là de Béni, elle est très riche. Alors, Kabila veut une sorte de dépeupler les gens là-bas. Pour lui, il est en train d'acquérir ces terres avec d'autres complices. Et cela aussi fait l'affaire du Rwanda, qui voudrait voir certains de ses ressortissants, ou bien des rwandophones, pour être correct, trouver une terre en permanence pour eux là-bas au lieu de rentrer au Rwanda, parce que la politique des Belges depuis l'époque coloniale, c'était de peupler les Kivu, en partie, parce que les Kivu est peuplé des autochtones, mais de transplanter des rwandophones que l'on prenait au Rwanda, les amener au Congo. Et ici, je voudrais rappeler, en 2011, c'était au mois d'octobre, M. Kengwadono, dans une interview avec un journaliste de La Voix de l'Amérique, Timothée Donormay, il avait dit que si lui devient président, eh ben, il va ouvrir les frontières de ce côté-là, parce que la RDC est appelée à être un pays d'accueil, c'est une sorte d'hospitalité, surtout qu'on a des voisins à l'est de la RDC, des pays voisins qui connaissent une très forte densité. Donc, vous voyez que c'est un agenda qui est là, et dans les temps de Kabila ici, on est en train d'appliquer cet agenda. Malheureusement, il y a beaucoup de morts et chaque jour ici. Alors, là, c'était une brève. Aujourd'hui, j'ai deux articles. L'article kenyan dont je vous ai parlé, je ne vais pas lire ça, c'est en anglais, mais je vais vous résumer ça. Mais avant qu'on en arrive là, je voudrais parler de quand même l'arrivée de M. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe à Goma. Je ne suis pas sur place, mais il y a des gens, en tout cas deux personnes qui sont en contact avec moi, et je suis en train aussi de suivre comme vous sur les réseaux sociaux. On peut se rendre compte qu'il y a eu un accueil très impressionnant. Vous savez, le Nord Kivu, l'UNC est bien ancré dans le Nord et le Sud Kivu. Donc, il n'y avait pas de doute que Félix Tshisekedi, en arrivant là-bas avec M. Vital Kamerhe, avec qui il forme un ticket, ils seront bien accueillis. Mais, chose étonnante, la pluie était aussi au rendez-vous, comme ça a été le cas lors de leur arrivée à Kinshasa venant de Nairobi. Voilà, le stade Haïfia est plein, craqué, débordé, parce qu'on a vu des gens même sur des collines au-delà du stade. Donc, c'est la campagne. Et donc, nous pouvons dire que c'est un succès. Nous apprenons que les 6, ils seront à Bukavu. Nous pensons que ça sera pareil, même plus. Donc, voilà, en dehors des Chadari, qui a battu campagne à Kinshasa, Mbujimai, en tout cas Lubumbashi et d'autres villes de Katanga, vous avez maintenant les Cash, donc Cap pour les changements, qui là a fait un pas significatif
dans la campagne parce qu'ils ont été au Kanlouka. Maintenant, ils sont à l'est du pays, donc c'est une réalité. M. Martin Fayoulou, qui est un autre candidat, est annoncé à Béni le mercredi, donc en principe, ça doit être demain. Ça a été reporté, mais semble-t-il demain pourra-t-il être là-bas, nous espérons. Et bon, tout de suite, je voudrais préciser, je l'avais mis sur mon mur, on avait signalé l'arrivée des avions pour M. Martin Fayoulou. Ceux qui m'avaient suivi hier, je disais, j'attendais la confirmation, mais il me semblait que c'était vrai. Mais après vérification, les jours suivants, cela s'est avéré une fausse nouvelle. Moi, j'avais vu la nouvelle sur le mur d'un certain, je crois, Pitam Bemba. Yeah, voilà, donc, c'était un proche, je crois, un petit frère à M. Jean-Pierre Bemba. Je n'avais pas de doute de croire un peu à cela, surtout de publier, parce que je me disais, comme il est proche de Jean-Pierre Bemba, donc, mais ça a été démenti finalement par M. Ewanga. Les avions ne sont pas encore arrivés, et semble-t-il, il y a une controverse. Ils disent que le gouvernement ne veut pas autoriser. Du côté du gouvernement, on dit, écoutez, on n'a rien vu comme demande d'autorisation. Alors, qui dit la vérité, qui ment, eh bien, nous le saurons dans les jours à venir. Mais nous savons, comme d'habitude, le gouvernement congolais, souvent, il pose des problèmes, il crée des problèmes artificiels aux opposants. Ils ont fait ça avec Etienne Tshisekedi pour l'arrivée de son avion. Mais finalement, l'avion était quand même arrivé. Ce que moi, je demanderais peut-être, si je pouvais demander, on avait vu à l'époque avec Jacquemin Chabani, parce que c'était lui qui était chargé de s'occuper de ces dossiers d'avion, d'autorisation, au niveau de l'autorité civile d'aviation, c'est de brandir les documents, même d'avoir des images, montrer les lettres, ils doivent montrer les lettres qu'ils ont adressées à l'autorité civile d'aviation, et si c'était des lettres recommandées, donc une fois réceptionnées, il doit y avoir en tout cas un reçu, un document qui montre que la demande avait été introduite. Comme ça pourra clouer le bec, passez-moi l'expression, aux officiels du gouvernement. Voilà. Alors, Goma a bien répondu à l'arrivée de M. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. C'est une campagne, comme je dis. Alors, il revient à leurs équipes sur place de continuer à faire le travail, de convaincre les gens, parce que l'engouement, c'est bien, mais il faut que ces gens-là aillent effectivement voter le 23 décembre au cas où il y aura élection. Voilà. Donc, ce sujet-là, je crois que nous avons clôturé. Il reste peut-être à dire que Goma, c'est une ville symbolique, c'est à côté de Gisenyi, donc du Rwanda, et c'est aussi une ville martyre, c'est la ville mère de la province du Nord Kivu. Vous savez, comme je l'ai dit, au Nord Kivu, il y a beaucoup de morts, il y a de l'insécurité là-bas, donc c'est une ville symbolique où, en tout cas, on a besoin dans cette partie du pays de la sécurité, et les promesses qui ont été faites par M. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, c'était dans ce sens-là, comme quoi il faut sécuriser absolument le Nord Kivu. Donc, bravo au cash. Et Chadari est annoncé à l'Équateur. Nous attendons. Nous saurons s'il va arriver à l'Équateur. Alors, on vous fera un rapport, bien sûr. Alors, il y a un journal kenyan, des Stars, qui a écrit un article très intéressant dans la mesure où ce journal a confirmé certaines des choses que nous disions sur Genève, et ça va un peu nous ouvrir l'œil. De quoi s'agit-il dans ce journal? Ce journal parle de ce qui s'est passé à Genève, pourquoi Martin Fayoulou avait été choisi,
ce journal dit que ce choix a été influencé par les Belges. Pourquoi? Ils disent que, bon voilà, de tous les 3 candidats sérieux, Martin Fayulu, c'est la vérité, était le faible, hein, à comparer avec Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Alors, mais pourquoi les Belges et évidemment les autres acteurs politiques congolais avaient porté leur choix, avaient influencé les choses de telle sorte que Martin Fayulu soit choisi? Tout de suite, je dois dire que les choses se sont passées par vote, mais ces votes-là, on avait déjà imaginé les scénarios. Hein? On avait déjà imaginé les scénarios. Hier, je vous avais dit que j'ai des éléments d'information. M. Mouzito, quand il passe sur Top Congo, quand il parle, bon, il y a des gens qui trouvent qu'il a été honnête. Oui, j'ai dit qu'il a été honnête, mais il a tué un certain nombre de choses. Hein? Quand Kamerhe dit que Félix a rencontré Mouzito et puis il a changé, alors qu'est-ce que Mouzito avait dit à Félix? Parce que réellement, d'après mes recherches, Félix avait rencontré brièvement Vital Kamerhe dans sa chambre et Mouzito l'a appelé, il est allé chez Mouzito, il n'est plus revenu chez Vital Kamerhe. Il n'est plus revenu. Et Mouzito, je continue à donner ces détails, c'est pour qu'il sache, s'il va m'écouter, que non. Ce que je dis, c'est vrai. Quand Félix est arrivé, Mouzito, il y avait un jeune homme dans sa chambre qui était en train de lui couper les cheveux. Il avait demandé à ce jeune homme de sortir de la chambre et ils ont eu un entretien entre lui et Félix. Alors, la question reste, qu'est-ce qu'il avait dit à Félix pour que Félix ne revoie plus Vital Kamerhe, comme Vital Kamerhe l'a dit? Voilà, c'est toute la question. À cela, il faut ajouter ce que Félix avait dit concernant Martin Fayulu, parce que d'après mes informations, il y avait des gens qui étaient là-bas. Certains d'ailleurs, je vois une personne qui était aussi là-bas. Donc, il y avait des gens qui m'ont contacté. Il y a une personne qui est connectée ici, qui était aussi là-bas. Pendant ces assises-là, j'étais en contact avec des gens là-bas à l'intérieur. Et il y avait des conciliabules, tout ça. Il y a même une personne qui m'a dit, oui, effectivement, il avait vu Félix Tshisekedi avec Fayulu causer à 2 pendant, en tout cas, à peu près 1 heure. Et ça, c'est le jour même du vote. Alors, Félix Tshisekedi a fait référence à cela. Donc, c'est juste pour dire qu'il y avait des conciliabules de part et d'autre. J'ai dit Félix Tshisekedi avait aussi rencontré Vital Kamerhe. Brièvement, mais c'est le coup de fil, d'après mes informations, de Mouzito qui avait fait qu'il termine pendant son entretien avec Vital Kamerhe. Alors, les Kenyans disent que le Belge était derrière ce choix. Pourquoi? Pour les Kenyans, ils disent que, ce journal kenyan dit, voilà, donc, depuis l'indépendance de la RDC, vous voyez, Lumumba était très populaire. Il avait gagné les élections avec sa coalition. Mais après, les Belges avaient tout fait. Hein. Aujourd'hui, avec les câbles diplomatiques et tous les rapports qui sortent au niveau du département d'État et de la CIA, on se rend compte que les Américains n'étaient même pas chauds à tuer Lumumba. En tout cas, ce n'était pas dans le plan des Américains, mais c'était le Belge qui avait tout fait pour que Lumumba soit tué. Il a été tué, assassiné pendant qu'il y avait la transition aux États-Unis, c'est-à-dire le président Kennedy était déjà élu et attendait d'être installé, comme ça s'est fait. Souvenez-vous, c'était au mois de janvier. Donc, le président Kennedy avait beaucoup regretté la mort de Lumumba, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un Américain, chercheur qui était parvenu à se procurer des rapports sur l'assassinat de Lumumba. Et aujourd'hui, les Américains le disent, notre pays a connu la déstabilisation et dont nous ne sommes pas sortis à partir de l'assassinat de Lumumba. Alors, les Kenyans expliquent que le Belge avait quitté notre pays. En tout cas, ce n'était pas leur volonté de quitter en ce moment-là. Souvenez-vous, à la table ronde,
ils souhaitaient quitter la RDC vers les années 80. Est-ce que c'était une mauvaise chose et c'était une bonne chose? Bon, ça c'était notre débat, mais en quittant la RDC, ils avaient piégé le pays. C'est comme ça qu'ils ont tout fait pour éliminer l'homme qui était populaire, bien sûr avec la complicité des Américains, mais c'est eux qui étaient surtout derrière ce dossier. D'ailleurs, vous avez un Belge qui dit qu'il y a les dents de Lumumba jusqu'à aujourd'hui dans sa maison. Alors, Mobutu, à l'époque, était faible. Hein? Donc, politiquement, il était faible. Il était dans l'armée, on prend un jeune homme, on lui donne le pouvoir, il s'installe. Alors, quand Mobutu commence à avoir l'adhésion du peuple, hein, on crée un parti, tout ça, mais finalement, il prend des ailes. Les Belges ont commencé aussi à lui créer des problèmes. Et Mobutu va commettre l'erreur des aérianiser les entreprises qui étaient au Congo, et certaines d'entre elles appartenaient aux Belges. En fait, c'était des entreprises, pour la plupart, des entreprises de l'État congolais, mais qui étaient gérées par des Belges. Alors, il fallait Mobutu aérianiser ces entreprises. C'était là l'erreur que Mobutu avait commise et les Belges commençaient à lui créer des problèmes. Finalement, ils vont avoir raison de lui. Mouzé, Laurent Désiré Kabila arrive avec les soutiens des Ougandais, des Rwandais, des Américains. Il arrive et on se rend compte que c'était un monsieur qui a quelque part une certaine indépendance d'esprit. Qu'est-ce qu'on fait? On l'élimine. On prend un faible, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas très populaire, enfin qui n'est même pas populaire, on le met à la tête du pays. Et là, quand je lisais ça, ça m'a rappelé c'est que les députés européens, il y a une vidéo, il y a un député européen dans le Parlement européen, il explique comment Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. C'est là où il dit que c'est un petit Rwandais. Et s'il y a des Belges qui étaient partis voir des Américains pour les convaincre, pour que ce soit Joseph Kabila, comme ça ils vont les manipuler. Mais non, les Kenyans, ce journal kenyan explique que non. Quand on met au pouvoir un homme qui est faible, qui n'a pas une vraie base politique, et en face de lui, il a une opposition populaire, c'est lui qui est au pouvoir parce que politiquement il est faible, on peut le manipuler. En fait, on se sert de l'opposition comme un épouvantail contre lui. Et c'est pour cela que vous verrez le même Belge, hein, et quand ils veulent déstabiliser celui qui est au pouvoir, ils recourent à l'opposition, même à l'opposition radicale, à l'opposition populaire, pour dire comme ça, pour faire trembler celui qui est au pouvoir. Parce que celui qui est au pouvoir, il sait que je ne suis pas populaire, je ne tiens pas ici parce que j'ai un soutien du peuple, mais je tiens parce que j'ai des amis en Belgique et en Occident qui me soutiennent. Alors ça, c'est la stratégie des Belges, pas tous, surtout les libéraux, surtout les libéraux. Alors, donc, les Kenyans disent que la Belgique avait joué un rôle dans ce qui est arrivé à Genève. Alors, moi, je l'avais dit. Il y avait des gens qui avaient essayé de me contredire. J'avais dit que lui, Michel, n'était pas innocent. Le Rwanda, son nombre était là. Et même Kabila. Quand vous lisez l'interview de Kabila, son dernier interview avec le soir, quand on lui pose la question, on lui parle de l'échec des accords de Genève, et je me pose la question pourquoi Colette Brackman lui avait posé cette question. Et on lui pose la question, on lui dit qu'il y a eu échec des accords de Genève, mais sa réponse est surprenante. Il dit non, le problème, ce n'est pas l'échec, le problème, c'est de savoir qui était derrière et quel était l'objectif. Et il ajoute, il dit, j'espère que d'ici le 23,
Ça, ce sont les paroles de Kabila. D'ici le 23, ils vont être ensemble et que si quand l'un d'entre eux va gagner, il va faire appel aux autres et celui qui aura perdu doit accepter qu'il a perdu. Moi, ça m'a troublé. Je me suis dit, mais comment Kabila est si gentil avec l'opposition? Je vous recommande de revoir cette interview. Je me suis dit, est-ce que je ne comprends pas bien? J'ai appelé un ami, j'ai dit, bon, lis-moi un peu ce passage. Alors, quand cet ami a lu, j'ai dit, mais quelle est ton impression? Il me dit, mais c'est bizarre, tu as piqué quelque chose. J'ai dit, mais je trouve ça bizarre. C'est comme s'il était un peu gentil avec l'opposition, comme s'il donnait les conseils. Est-ce que c'était par ironie? Je n'ai pas senti une pointe d'ironie là-dessus. C'est comme si quelqu'un qui regrettait aussi le fait que Genève, l'accord de Genève a éclaté. En tout cas, je vous recommande de lire ça. Peut-être que vous aurez une autre impression, mais ça, c'est mon impression, mon analyse sur ça. Alors, vous savez, lui, Michel avait fait, il était parti au Congo, il avait rencontré Kabila, et Kengo Adondo était même venu avant, il a rencontré lui, Michel, il a rencontré Jean-Pierre Mbemba, il a rencontré Moïse Katumbi, il a rencontré, semble-t-il aussi, Martin Fayoulou, mais en tout cas, il avait rencontré Moïse Katumbi, il avait rencontré Jean-Pierre Mbemba, et il avait rencontré lui, Michel. Ça, c'est Kengo Adondo. Il est rentré au pays, finalement, lui, Michel est allé au pays, il a rencontré Kabila et il est revenu. Donc, aujourd'hui, un journal kényan revient sur ça. Alors, dans ce journal, bon, l'affaire du Rwanda, ça c'est moi qui avais ajouté, j'avais dit, quand vous voyez Louis Michel, qui est... parce que souvent la politique, on brouille les pistes. Vous pouvez voir le même Louis Michel, parfois il tient des propos qui semblent être contre Kabila. Le même Louis Michel, il est dans le groupe des députés européens qui sont en train de faire la promotion de notre prix Nobel de la paix, et plutôt de, oui c'est le prix Nobel de la paix, docteur, le célébrissime docteur Mukwege. Alors, tout ça, ça peut vous donner l'impression d'un monsieur qui est pour nous. Non, c'est une façon de brouiller la piste. Et nous n'avons rien à reprocher au docteur Mukwege. Lui, il fait très bien son travail, un travail louable. Alors, si les autres viennent les soutenir, et parmi lesquels il y a Louis Michel, il ne peut pas dire non parce au motif qu'il est avec le Rwanda. Non. Mais Louis Michel fait partie de ce qu'on appelle les amis du Rwanda, les groupes de députés européens qu'on appelle les amis du Rwanda. C'est comme ça que j'avais dit. Ici, nous sommes en train de parler du dossier Congo où le Rwanda est très intéressé, est impliqué depuis longtemps. C'est pas moi qui le dis, c'est pas un secret. Et Louis Michel, qui est un grand ami du Rwanda, donc de Paul Kagame, donc le Rwanda doit être quelque part aux alentours de Genève. Voilà. Alors, maintenant, ce journal kenyan va plus loin. Il dit, M. Félix Tshisekedi, quant à lui, il a garanti certains contacts au niveau des États-Unis et au niveau des Nations Unies. Ça, c'est le journal kenyan, c'est pas moi. Alors, ceux qui me suivent, ils savent, j'avais dit que le choix du Kenya n'était pas un hasard. Bon, il y en avait qui trouvaient comme si je parlais en l'air. Oh non, mais pourquoi tu fais un lien entre les Kenyans? Je dis non. En Afrique, un chef de l'État en fonction reçoit des opposants chez lui, mais l'autre, son homologue, le président du pays d'où viennent les opposants, mais il risque de faire la même chose. Alors, j'avais essayé d'établir les liens. Vous voyez, les Kenyans, j'ai expliqué,
pratiquement 2 bases militaires au Kenya, bases militaires américaines. Hein? Donc, à Mombasa, et puis dans une petite baie, hein, ce que je peux appeler une presqu'île, hein, il y a des bases militaires américaines là-bas, et j'avais expliqué un peu la géostratégie, la géopolitique des Américains de ce côté-là, même des Britanniques. Alors, je voyais en cela que non, quelque part, il y avait la main des Américains et de certains pays d'Afrique qui avaient joué à ce que, par exemple, que M. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se retirent. Ça, ce sont mes analyses. Hein. Et se retirent, pourquoi? Parce que Fayoulou n'était pas leur pion, pour être clair. Et aujourd'hui, les journaux kenyans, les stars, les dit que Fayoulou, ce sont leurs termes, c'est les pions, de, si je peux utiliser ce terme-là, le préféré des Belges. Alors, en lisant ce journal, pourquoi je vous en parle, c'est parce que ça vient confirmer les analyses que j'avais faites avant. Quand on ne comprend pas la géopolitique, quand on ne comprend pas les enjeux au niveau international, on risque de faire une très mauvaise lecture de ce qui se passe chez nous. Et quand je parle du Kenya, je parle de Grande-Bretagne, vous pouvez voir, donc vous avez une idée, le monde anglophone est plus ou moins, j'allais dire, tendre ou bien donne un soutien à M. Félix Tshisekedi. Parce qu'après avoir vu Museveni, il est allé au Kenya. Malheureusement, la visite de Kenya, quand il était reçu par le président Uhuru, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de photos, mais il était bel et bien reçu par le président Uhuru du Kenya. D'après mes informations, même par l'ancien premier ministre kenyan, qui est l'opposant, Raila Odinga, qui s'est déjà réconcilié avec les présidents kenyans. Alors, quand ceux qui connaissent la politique au Kenya, la réconciliation, les Kenyans étaient au bord de la guerre civile. Le Kenya, c'est une actualité que moi je suis. Quand il y a eu élection, la Cour constitutionnelle a déclaré que ces élections-là n'étaient pas valides. Il y a eu les deuxièmes élections qu'on avait organisées. Raila Odinga et la coalition qui les soutenait, ils ont refusé de prendre part à ces élections. Finalement, Uhuru a été proclamé vainqueur. Et qu'est-ce qui va arriver? Il y avait une crise. Raila Odinga avait refusé de reconnaître Uhuru comme chef de l'État. Il est allé dans un parc, Uhuru Park, en Nairobi, prêter serment devant une très grande foule. Et dans son entourage, il y avait un homme radical tel que Miguna, que le président Kenya a fait déporter du Kenya parce que c'est un gars qui a la double nationalité. Le Kenya accepte la double nationalité. C'est un Canadien, en même temps un Kenyan. C'est un avocat. Donc, pendant que l'on croyait que ça va barder au Kenya, il a fallu juste la visite de l'envoyé spécial américain pour qu'on voie, par surprise un matin, le président, l'opposant Raila Odinga au palais présidentiel, ils se sont salués. Et d'après mes informations, même Barack Obama a été actionné pour venir, parce que Barack Obama avait fait une visite là-bas. Il est allé à Kisumu, là où il a construit un centre pour les jeunes. Il avait rencontré le président Uhuru et il avait aussi rencontré Raila Odinga. Il avait offert ses beaux offices pour que les Kenyans ne sombrent pas dans les tueries, parce que tout était fait près, chaque côté avait des milices, tout ça. Donc, et puis il y a un problème ethnique sérieux au Kenya entre les Kikuyu et les Luo. Hein. Donc, voilà. Et j'avais compris, j'ai dit non, je vois l'ombre des États-Unis à travers ça. C'est une analyse. Parfois, quand je n'ai pas l'information, j'essaie de scruter la politique américaine dans la région et je peux voir comment les choses marchent. Donc, toute analyse sérieuse, c'est comme ça
on fait ces choses-là. Mais aujourd'hui, heureusement, ce que j'avais dit, ce journal kenyan les confirme. Les confirme. Donc, voilà l'enjeu caché de ces élections. Mais d'autre part, je n'ai pas le temps de vous lire ça, je ne sais pas si je vais retrouver ça. Il y a le monsieur Christophe Rigaud, du journal Africabia, qui a écrit un article intéressant où il parle des Chadari, pourquoi Kabila avait choisi Chadari, il est revenu sur ça, et il dit comment les choses pourront se passer. Monsieur Christophe Rigaud explique les choix de Chadari. Kabila voulait un homme faible. Donc vous comprenez, et quand vous lisez cet article, je vous le recommande, vous allez comprendre que c'est pratiquement la même méthode utilisée par Kabila qui était utilisée à Genève. Il fallait arriver à trouver quelqu'un qui est faible. Pourquoi? Parce que avec les faibles, il est malléable. C'est la même logique des Belges. Toujours chercher quelqu'un. Quand tu deviens fort, ils doivent se débarrasser de toi. Mais en même temps, ils utilisent les forts quand ils veulent t'écraser. Ils préfèrent que les forts, les populaires soient dans l'opposition pendant qu'eux, ils te tiennent en discipline. Eh bien, si tu veux commencer à faire le gros dos, ils s'associent aux forts là qu'eux avaient écartés pour t'écraser. C'est ça leur politique. Pourquoi? Parce que, vous savez, la Belgique, économiquement parlant, enfin, disons, du point de vue de la taille, c'est un petit pays et qui doit ce qu'il est, le royaume de Belgique doit ce qu'il est aux ressources de la RDC. Hein, jusqu'aujourd'hui, ils ont des intérêts à RDC et même des particuliers ont des intérêts à RDC. Donc, c'est un problème de survie pour certaines personnes là-bas en Belgique. Et souvent, les Belges jouent un peu, hein, comme pour mettre dans un langage vulgaire, les commissionnaires. Hein. Ils aiment bien se positionner comme des gens qui connaissent la RDC pour représenter les Congolais auprès des autres puissances, surtout des Américains. Mais avec ce qui arrive, petit à petit, la Belgique, en tout cas les Belges se rendent compte que leur influence, parce que le monde est en train de changer, leur influence sur la RDC est en train de diminuer. Là, avec le prix du cobalt aujourd'hui, c'est tellement gros, l'enjeu est tellement grand que la Belgique ne peut pas même mettre son nez là-dedans. Donc, il y a les Américains, les Chinois, ils sont prêts à se taper dessus pour cela. Donc, ce qui fait que, quelque part, la Belgique perd son influence petit à petit sur la scène politique congolaise. Je n'ai pas dit qu'elle a perdu totalement, mais en tout cas, son influence n'est plus la même. All right. Donc, j'étais en train de dire, voilà, quand vous lisez cet article, alors à la fin, M. Rigaud, et c'est la deuxième fois qu'il dit cela, il dit ces élections seront émaillées d'irrégularités, de fraudes, de tout ce que vous savez de mauvais. Alors, quel est le scénario probable? C'est ce que j'avais dit l'autre jour, parmi les scénarios, il y aura contestation. En fait, tout le monde est en train d'aller à ces élections, du moins du côté de l'opposition, dans l'esprit de contester. Et d'ailleurs, l'AMUCA a commencé la contestation avant, avec l'histoire des machines à voter. C'est positionner qui sera le leader de la contestation. Parce qu'il y aura un dialogue, qu'on ne vous trompe pas. En tout cas, il y aura une discussion. Hein? C'est comme ça que l'on mettra fin à cette crise, si jamais Kabila n'est pas par la force. Il y aura un dialogue. Ce dialogue, certains le voulaient avant, d'autres ont dit non, allons d'abord aux élections. Comme ça, quand ce sera évident que l'autre a triché,
eh bien, il y aura contestation, et cette contestation va donner lieu à des médiations, hein, et certains pays, certaines organisations sous-régionales sont en train de se positionner pour venir faire la médiation. Donc, c'est à cela que les gens se préparent. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Soit, il y en a qui espèrent que ça sera transition sans Kabila, mais il y a aussi des pressions sur lui, hein, de la part des Américains, non pas forcément à cause des élections, mais surtout à cause de cette affaire de terroristes, parce que Kabila a un peu joué les jeux. En fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il connaissait les priorités de la politique étrangère des Américains, le trade, qui est le commerce, et la lutte contre le terrorisme. Alors, pour être intéressant aux Américains, pour se faire partenaire, Kabila a fait que à Beni là-bas, hein, que les tueries augmentent. Et comme ça, lui, il a une seule rhétorique, c'est de dire que ce sont des terroristes. Il y a même des soupçons que c'est lui qui a fait venir, hein, les terroristes, des vrais terroristes cette fois-ci. Quand vous regardez dans les rapports de Sentry, vous voyez même quelqu'un avec une morphologie arabe, avec armes et des enfants qu'il est en train de radicaliser. Alors pour lui, c'était la façon de dire que voilà, le pays est menacé par les terroristes, vous avez engagé une lutte contre les terroristes, même sur le continent africain, alors moi, je peux contribuer, hein, contre ces terroristes, cette expansion du terrorisme en Afrique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Les mémorandums que son type Chibanda avait remis aux Américains, c'est bien écrit là-dedans. C'est bien écrit là-dedans. Il proposait à Donald Trump, hein, que nous voilà un partenariat, hein, pour lutter contre le terrorisme qui menace la RDC à l'Est. Alors il fallait trouver alors des vrais terroristes, parce qu'une fois, Niki Haley a dit que non, écoutez, c'est Kabila lui-même, enfin le gouvernement congolais, qui est en train de faire ces jeux-là. Alors, avec ce qui est arrivé à Kinshasa, c'est pas aussi clair, hein. L'ambassadeur américain à Kinshasa avait rencontré la communauté des diplomates, surtout des Occidentaux, pour leur expliquer. Il a donné une raison. Il dit que c'est vrai qu'il y a des menaces terroristes contre l'ambassade des États-Unis et leurs intérêts. Et ils ont parlé d'un terroriste qu'on avait arrêté en Tanzanie il y a de cela un mois. Mais beaucoup de diplomates disent que cette explication ne suffit pas. Celui-ci, on l'a arrêté il y a un mois. Et bon, on ne voit pas comment Adef Nalou, qui a pour champ d'opération les Nord Kivu, comment, par quel... Tantôt on parle de Shebab, ça c'est Jeune Afrique, mais déjà là, les diplomates avaient dit que cette explication n'est pas claire, ça ne tient pas debout. Donc il y a quelque chose de plus sérieux peut-être là-dedans. Est-ce que les Américains sont tombés dans son piège, hein, lui qui voulait avoir un partenariat avec eux? Dans les communiqués de l'ambassade des États-Unis, ils disent qu'ils travaillent avec le gouvernement congolais, mais là, c'est aussi une déclaration diplomatique. Il faut faire très attention. Donc voilà, à peu près, c'est dans ces contextes que nous allons aux élections. Alors, les scénarios possibles, comme je disais, soit on se débarrasse, les Américains se débarrassent de Kabila, mais soit alors, parce que leur objectif principal, c'est d'abord que Kabila quitte la tête du pays. À un moment donné, Jason Stern avait même parlé que non, voilà, au niveau de la communauté internationale, une partie de la communauté internationale, pour être précis, disait que bon, si Kabila quitte et qu'il présente quelqu'un de son camp, même s'il y a tricherie, et ils seront satisfaits. Mais l'essentiel, que lui ne soit pas là. Ce scénario est aussi possible, et c'est ce que Rigaud est en train d'évoquer. Il dit, Shadari certainement va gagner par fraude, il y aura négociation, et donc, pour faire baisser la tension,
on va mettre un premier ministre de l'opposition. Et là, dans cet article, il dit ça sera soit Félix Tshisekedi ou Martin Fayulu. Ça, c'est ce que Africadia dit. Alors, mais dans cette formule aussi, les dangers, c'est quoi? Parce que ceux qui connaissent les Américains, il n'y a aucun pouvoir dans le monde que les Américains ne pénètrent pas. Ils font tout autour de celui qui dirige, qu'ils aient des gens. La crainte de Kabila, lui qui avait choisi Chadari, et les critères principaux, les gens parlent de la loyauté, c'est vrai, mais il y a beaucoup de gens autour de lui qui sont loyaux à Kabila, mais au-delà de cette loyauté, le critère qui avait beaucoup joué, c'est le fait que Chadari, c'est un monsieur qui est sous sanction de l'Union européenne. Donc Kabila avait besoin d'un type qui ne peut pas avoir de bonnes relations avec l'Occident. Hein, au-delà d'autres critères qui ont conduit au choix de Chadari. Maintenant, aujourd'hui, il s'avère que ce qu'il a fait, ce n'est plus tellement payant. Pourquoi? Il est en train de pousser qu'on puisse lever ces sanctions. Mais entre-temps, hein, il dit, bon, Chadari ne possède rien. Parce qu'ils ont tendance à minimiser ces sanctions. Mais ils ont engagé tout un cabinet d'avocats pour plaider qu'on lève les sanctions. On a vu, et comme si cela n'était pas suffisant, le même Louis Michel, lui-même est entré en scène pour aller au Parlement demander, et vous avez vu la scène, c'est que c'est une altercation entre lui et notre compatriote Paul Sapou. Pourquoi? Pour lever les sanctions qui pèsent sur Chadari. Pourquoi? Parce que dans l'hypothèse où nous allons aux élections, il y a contestation, on dit voilà, Chadari a triché, mais on dit bon, pour la stabilité du pays, qu'est-ce qu'on va faire? On prend l'opposant qui paraît le plus en vue, et dans les cadres, il y a un article de Bloomberg qui l'est dit, j'ai traduit et j'ai mis sur mon mur, il est dit clairement, et les deux journalistes qui ont écrit cet article, ils sont au Congo, hein, ils ne sont pas aux États-Unis. Bloomberg, c'était un grand journal américain de business. Parfois, une fois j'ai écrit ça, quelqu'un me dit, mais pourquoi tu dis journal américain? J'ai dit, mais non, écoutez, ça, ce sont les journaux, quand des décideurs se réveillent le matin, des gens qui ont des entreprises, des chefs d'État, c'est parmi les journaux qu'ils lisent le matin. Alors, Bloomberg dit que l'opposant, enfin, les rivales principales des Chadari, c'est clair, c'est M. Félix Tshisekedi. Et il dit que sur papier, c'est lui qui a un léger avantage. Hein? Donc là, on parle de celui qui peut gagner ces élections. Mais souvenez-vous déjà, Herman Cohen avait dit que s'il y a élection, M. Félix Tshisekedi va gagner, mais seulement, il y aura la fraude. Il y aura la fraude. Alors, dans les scénarios qu'il y a contestation, finalement, il y a une médiation, et puis on dit, bon, on met un premier ministre, avec un Chadari sous sanction des Occidentaux, parce que, d'après mes informations, la levée des sanctions ne se fera pas avant les élections. Avec un Chadari sous sanction et un premier ministre qui est, lui, n'est pas sous sanction, et quand on regarde la répartition des pouvoirs, des responsabilités, telle que définie dans notre Constitution, si vous suivez ça à la lettre, vous allez voir que le Premier ministre a plus de pouvoir que les chefs de l'État. En ce qui concerne la gestion de manière quotidienne du pays. Il y a certes des domaines de collaboration, mais c'est un Premier ministre qui a beaucoup de pouvoir. Alors, qu'est-ce que Kabila maintenant craint? C'est-à-dire, il a d'abord, au niveau de la Constitution, le Premier ministre a beaucoup de pouvoirs. Ensuite, son type à lui, le Chadari, sera un président sous sanction, ce qui est un handicap. Ici, de l'autre côté, on aura un Premier ministre qui sera dans les bonnes grâces des Occidentaux. Donc, Kabila sera en difficulté. Et son jeu, son schéma de Poutine-Medvedev sera mis en difficulté.
Parce que l'idée derrière, c'est quoi? Kabila doit revenir aux affaires. On parle même, Rigaud parle de, et ça c'est un scénario que nous avions aussi évoqué, c'est-à-dire qu'après élection, pendant que Chadari est là, on va tout faire pour que l'on change la constitution, que le président ne soit plus élu au suffrage universel direct. Donc, ça sera au niveau des chambres, hein, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, que c'est là-bas. Or, là-bas, Kabila va disposer, j'espère, d'une majorité, ou bien alors il va corrompre des gens, comme ça a toujours été le cas, et puis il pourra être élu au niveau des chambres, comme c'est le cas en Afrique du Sud, comme c'est le cas, c'était le cas à l'indépendance. Donc, à ce moment-là, il va échapper, hein, au vote du peuple. Donc, ce sont là les scénarios possibles. Je ne dis que ce n'est pas une prophétie, mais les choses peuvent s'accélérer dans une direction tout comme dans une autre, dans les jours qui restent. Mais en tout cas, ce sont des élections où tout le monde va en prenant un risque et on ne connaît pas exactement les dénouements. Ce n'est pas du tout gagné à 100% pour Kabila, non plus pour l'opposition. Maintenant, nos amis de Bloomberg disent, et c'est là où moi je ne suis pas d'accord, je crois que c'est un discours qui a été très bien vendu par les gens du pouvoir et leur lobby, disent, malgré cette avance de M. Félix Tshisekedi, avec un scrutin à un seul tour et un vote de l'opposition fractionné, Chadari, ça va jouer en faveur de Chadari. Mais quand nous regardons, parce que là, ils avaient évoqué le sondage des GIEC et de l'Université de New York. Mais quand vous regardez les chiffres donnés par ces sondages, on se pose la question, comment Chadari va gagner? Parce que Kamere, qui était après M. Félix Tshisekedi, s'est joint à lui. Il s'est joint à lui. Maintenant, M. Fayoulou, qui avait 8% dans les intentions de vote, a reçu un soutien significatif de M. Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba. Donc, normalement, qu'est-ce qui va se passer? M. Félix Tshisekedi est boosté avec le soutien de Vital Kamerhe et M. Fayoulou aussi est boosté avec le soutien de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi. Donc, dans cette condition, les grands perdants, c'est Chadari et les journal Libre Afrique, qui est très proche de Moïse Katumbi, l'a évoqué même dernièrement en disant que avec Fayoulou dans la course, ça ne fait pas l'affaire des Chadari. Au-delà de cela, quand vous prenez les sondages, hein, ce sont des sondages, donc je ne dis pas que c'est la vérité à 100%, non. Quand vous prenez les sondages, il est prouvé que sur 100%, à peu près 80% des intentions de vote sont du côté des opposants. Donc, par quelle magie Chadari va avoir les voix, parce que ceux qui vont voter Félix Tshisekedi ne vont pas voter Chadari, ceux qui vont voter Fayoulou ne vont pas voter Chadari. Or, ces deux que je vous ai cités sont boostés, renforcés par leurs alliés de l'opposition. Donc, ce qui fera que Chadari sera perdant, normalement. Mais écoutez, nous sommes en politique. Parfois, les résultats des élections correspondent plutôt à l'addition des intérêts. Chadari représente Kabila. Or, Kabila est à la tête de plus de 80 sociétés. Il faut chiffrer tout cela. Hein? Donc, quand ça arrive au niveau des intérêts, on fait des additions. Donc, c'est peut-être à cause de ça qu'on dit que ça fait son affaire, mais
je crois que normalement, ça ne fera pas l'affaire des Chadari. Parce qu'il n'y a pas des électeurs de Félix Tshisekedi qui vont aller voter Chadari, ni de Martin Fayoulou. Par contre, dans la situation actuelle, logiquement parlant, quand on regarde le poids de l'UNC, et on peut dire que M. Félix Tshisekedi il a gardé son avance. Et Cohen l'avait dit, après l'éclatement de l'accord de Genève, il avait dit, malgré tout ce qui est arrivé, M. Félix Tshisekedi reste en tête. Et aujourd'hui, Bloomberg dit la même chose. Alors, même les journaux kenyans disent la même chose, que non, voilà, donc, M. Félix Tshisekedi a des chances de gagner, mais c'est la question de la surveillance de ces processus. Parce que je l'ai dit hier, qu'au Ghana, on avait utilisé les machines à voter. Addo, le président Addo, est passé grâce à la surveillance de ses témoins. En Namibie, on a utilisé les machines à voter, mais là, c'était à un échelon bas. Donc, il y a moyen qu'on puisse contourner tout cela. Alors, entre-temps, le pays n'est pas toujours pacifié. C'est ça, nous oublions. Vous avez vu l'émissaire du président ougandais, je l'ai dit hier, venir remettre un message à M. Kabila. Et il s'agit là du processus électoral et des opérations conjointes qui doivent mener l'armée ougandaise avec l'armée congolaise pour traquer les ADF-NAM. Au niveau des Nations Unies, quand on a tué des casques bleus tanzaniens, je l'ai dit hier, l'Ouganda a tué les ADF-NALU qui avaient, après une partie des ADF-NALU, on parle des 100, on a posé la question au porte-parole des Nations Unies, porte-parole de Guterres. Est-ce que vous êtes derrière ce que l'Ouganda fait? Parce qu'on a tué des casques bleus tanzaniens. La Tanzanie ne réagit pas militairement, mais l'Ouganda réagit contre les ADF-NALU. Ils disent non. Les chiffres de militaires ougandais déployés le long de la frontière entre la RDC et l'Ouganda, c'est 40 000 militaires. Quelle est la menace que représentent les ADF-NALU pour qu'on ait un tel effectif? C'est certainement à cause de la présence des vrais terroristes cette fois-ci qui sont arrivés dans cette partie du pays. Alors, on a cette partie-là qui n'est pas encore pacifiée. Les élections vont se tenir dans cette situation-là. Je dois ajouter, pendant ce temps, ça commence à brûler encore entre l'Ouganda et le Rwanda parce qu'ils se disputent toujours les contrôles de l'Est de la République parce que ça renforce leur position sur le plan géopolitique dans la région. Apparemment, maintenant, l'Ouganda a pris de l'avance par rapport au Rwanda. Je vous ai donné la liste des pays où les militaires américains sont présents. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas au Rwanda, il y en a au Rwanda, mais dans le cas de l'Africom, et il y a là où il y a des bases, des réserves et des bases proprement dites, les Rwandais n'y figurent pas. Mais l'Ouganda est là-dedans, en Ouganda, en TB, il y a une base militaire aérienne qui est là-bas. Et ça brûle entre l'Ouganda et le Rwanda ces jours-ci. Si j'ai le temps, je vais traduire cet article-là. D'ailleurs, il n'y en a pas un seul, il y en a beaucoup. Ça ne va pas entre l'Ouganda et le Rwanda. Donc, voilà un peu les contextes dans lesquels ces élections vont se dérouler. Il y a des ralliements. On voit beaucoup plus Cash qui est en train de bénéficier des ralliements. Je dis beaucoup plus parce que Martin aussi, il y a un candidat qui a désisté. Maintenant, dans ces histoires de désistement, pour emprunter un peu l'expression de Mova Sakani, c'est-à-dire il y a des additions entre 0 et un chiffre, ça ne change absolument rien. Quand vous avez un candidat comme Mabaya, quand il se rallie soit à Félix, soit à Fayoulou, parce que c'est le cas avec Fayoulou, il n'amène rien du côté de Fayoulou.
Il y a une image qui me fait rire, qui passe sur Internet, des Mokia. Donc quand Mokia vient, il désiste en votre faveur. Vous gagnez quoi? Mokia représente combien? C'est plutôt lui qui gagne parce que vous allez lui faire la promesse d'un poste. All right. Maintenant, j'ai terminé pour vous dire la vérité, j'ai terminé. Je vais prendre, je vois, il y a beaucoup de commentaires. Je ne sais pas si on saura tout terminer. Mais on va faire un effort. En tout cas, tous ceux qui m'ont salué, je ne vais pas commencer à citer tel nom. Je vous dis bonjour, bonsoir, and I love you so much. Maintenant, prenons les questions ou les commentaires. Monique Mpoche dit, si j'ai bien compris, qui a vendu les Congos, c'est Fayoulou et non pas Félix, comme les gens le disent. Moi, je n'ai pas dit qu'il a vendu. Je parle là des alliances, je parle là des parrains. Je n'ai pas dit que Fayoulou a vendu le pays. Je parle des parrains. Et je cite les journaux en rapport avec ce que moi j'avais dit, je cite les journaux kenyans. Donc, il ne s'agit pas de vendre. Ni Félix, ni Fayoulou, personne n'a vendu le pays. Il faut que ce soit clair. Igo Niembwe dit, quand vous avez commencé à expliquer, je me suis rappelé des Africabia, j'ai lu l'article. Ah, voilà. Marie-Paul dit, Africabia n'est pas Dieu pour prédire ce qui arrivera demain. Il raconte des histoires. C'est un point de vue. Moi, moi non plus, je dis qu'ils ne sont pas Dieu. D'ailleurs, c'est un journal. Bon, c'est maintenant que Africabia s'est un peu distancé de Moïse Katumbi depuis un certain temps. Mais avant, c'était un journal qui était très proche. Comme beaucoup de journaux en Europe là-bas, on peut les identifier, les Libre Afrique et tout ça, était très proche de Moïse Katumbi. Mais depuis un certain temps, Africabia semble avoir un peu pris la distance. Maman Marie-Paul dit, Dieu va confondre tout le monde. C'est pour cela, maman, moi j'ai toujours terminé en disant, nous devons prier. La Bible dit ceci. L'Éternel anéantit les projets des nations, ce sont ses desseins qui se réalisent. Donc, nous devons prier et à la fin, je vais recommander la prière, comme je l'ai toujours fait. Alors, mon frère, maître David Bellard, il dit, cher Anglo-Congo, je suis en train de te suivre avec beaucoup d'attention. Kabila est en train de réviser ses calculs pour son avenir. Chadar, il ne sert plus les intérêts vitaux de Kabila parce qu'il plane aujourd'hui sur Chadari l'émission d'un mandat d'arrêt international. Si Kabila fait élire Chadari avec sa machine à voter, il va les mettre dans une position où il deviendra l'objet de marchandage contre la levée des sanctions qu'il est fait. Merci beaucoup. J'en avais parlé avec un ami. C'est-à-dire la levée des sanctions de Chadari sera, il y aura des conditions et ces conditions vont faire très mal à Kabila. Mais entre-temps, je vous ai dit que nous courons les risques que ces élections ne soient pas organisées. J'avais posté quelque chose hier. Vous avez entendu M. Félix Tshisekedi quand il parlait aux mamans, les mamans INCI de PES avec Vital Kamerhe à côté. Il a parlé d'une telle chose. Il dit, nous entendons, mais nous avons des informations qu'on voudrait que ces élections ne s'étaient pas. C'est pour appuyer ce que Béard dit. Donc, Béard, c'est que Kabila, s'il se rend compte que Chadari ne sert pas par rapport à la donne actuelle, il n'est plus utile, eh bien, il est capable de ne pas organiser ces élections, surtout que les déploiements de matériel, jusqu'au moment où nous parlons, beaucoup d'observateurs estiment que ça ne sera pas possible d'avoir ces élections le 23 décembre. Alors, Lisa Marie a dit, sous sanction, Mugabe est resté longtemps au pouvoir et il se promène par tout le monde. À quoi servent alors les sanctions? J'avais parlé de ça hier, de Mugabe, mais il ne faut pas confondre les choses. Chadari n'est pas Mugabe. Et puis Mugabe n'est pas arrivé au pouvoir en ayant des sanctions sur lui. Les sanctions sont arrivées bien après que Mugabe a exercé le pouvoir pendant plusieurs années. En plus, quand nous parlons de Mugabe, nous parlons là des freedom fighters.
Mugabe n'est pas Shadari. Mugabe, c'est un combattant de la liberté. Les Zimbabwe n'est pas les Congo. Moi, je connais très bien les Zimbabwe. Pendant la période des sanctions, jusqu'au moment où je vous parle, un Zimbabwéen vit mieux de loin mieux qu'un Congolais. Même pendant la période où vous avez entendu, ah non, il y avait une crise forte au Zimbabwe. Non, il n'y a pas à comparer. Les gens ne le savent pas. Au sud du Sahara, le pays qui a le taux d'alphabétisation le plus élevé et le peuple le plus scolarisé, c'est le peuple zimbabwéen. Si vous voyez ce que Mugabe a construit sous les sanctions au Zimbabwe, vous serez étonné. Sous sanctions, Mugabe jouit d'un grand respect en Afrique. Et c'est ce qui énervait beaucoup des Zimbabwéens qui voulaient se débarrasser de lui, mais à cause de son histoire et la lutte qu'ils avaient menée contre les systèmes d'apartheid, parce qu'il y avait l'apartheid de Zimbabwe comme en Afrique du Sud, contre la minorité blanche, cela avait fait que les gens les respectent et jouissaient d'un grand respect. Et puis, il y a une solidarité en Afrique australe, dans les pays tels que la Namibie, l'Afrique du Sud, la Zambie, les Zimbabwe, des pays qui avaient connu un peu la domination de la famille Cecil Rhodes, donc ces blancs-là qui étaient venus. Hein. Donc, c'est pas la même chose. Quand vous allez au Zimbabwe, il y a des routes. Hein. Il y a des routes qui traversent le pays. Hein. Je ne dis pas que c'est l'Europe. Je dis qu'il ne faut pas comparer ça avec la RDC. Non, pas du tout. Alors, les sanctions, oui, Mugabe a survécu parce qu'il avait des soutiens de beaucoup de pays, de la Chine, de la Russie, de Cuba, tout ça. Ce n'est pas le cas de ces gens ici. En fait, Kabila n'a pas gagné le respect ni du peuple congolais, ni du monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Sinon, tuer, piller, c'est tout. Le président Castro, jusqu'à sa mort, il était sous sanction. Bon, enfin, on avait levé les sanctions, mais toute sa vie, il a vécu sous sanction. Mais les Kiba, dans certains domaines tels que celui de l'éducation et de la santé, les Kiba avaient fait des progrès extraordinaires. Alors, et puis au Zimbabwe, il y a une armée, une vraie armée. Vous l'avez vu, comment ils ont déposé Mugabe. Il y a une vraie armée. David Béla revient dire que Kabila devrait faire, se rapprocher de Félix via Vital pour avoir une promesse de la part de ce dernier au cas où Félix sera élu président de la République ou bien s'il sera le premier ministre de Shadari. Je pense que Kabila a intégré cette donne, raison pour laquelle il laisse Félix avancer sans problème et il semble s'acharner sur Fayoulou, notamment au sujet des avions que ce dernier devrait faire venir de l'Afrique du Sud. Oui, je pense qu'à un moment donné, il sera obligé à, disons, sa famille politique. Parce qu'il y a une chose que les gens ignorent. La famille politique de Kabila court les risques d'implosion. Le choix de Shadari a laissé les gens avec une déception terrible. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Ici, je vous donne les coulisses. Hein? Ils disent, bon, c'est son choix, on l'accompagne. Mais si, surtout pendant ce temps ici qu'on a refusé de lever les sanctions, parce que c'était un critère qui avait permis qu'il puisse les piquer. Maintenant, ça tournait contre lui. Ils disent, ah voilà, c'est son choix. Donc, à la moindre erreur, ça sera l'éclatement de ce côté-là. C'est comme qui dirait, bon, tu nous as évité, tu as fait ton choix, bon, et Baloukelio. Alors, je pense qu'à un moment donné, certaines personnalités de cette famille politique-là vont pousser Kabila et Shadari à se rapprocher de
de Félix, si Félix continue à garder l'avantage qu'il a, et surtout si, après élection, il s'avère qu'il y a eu tricherie parce qu'il y aura tricherie, parce qu'il y a machine à voter, parce qu'il y a des fichiers corrompus, il y aura certainement tricherie en faveur des Shadari. Alors, ils auront en face Félix Tshisekedi avec Vital Kamerhe. Déjà à deux, ce sont là des grands partis, les autres sont écartés. Déjà à deux, ils vont faire tête contre le pouvoir en place. Ils vont mobiliser. En tout cas, il y aura répression, mais les gens vont oser sortir. Et ça finira autour de la table de négociation. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, ils vont tout faire prendre l'avantage parce qu'ils auront en face un président qui est sous sanction. Les problèmes, ce n'est pas président, premier ministre. Les problèmes, c'est les contenus du pouvoir qui se trouve sous ces titres-là. Alors, si vous êtes premier ministre des Shadari, lui, il est sous sanction. Les Mindele vont veiller à ce que Makamambo au Shadara Chazolo n'a une quantité. Parce que quand tu ne gères pas l'argent, quand tu ne gères pas l'argent, même l'armée finira par suivre celui qui a l'argent. Parce qu'après tout, bon, on est au Salamagamios. Aux Arabasoda, bon, aux Futabamote. Ils vont suivre celui qui paye. Et Kabila sera affaibli. Bon, en dehors de ça, il n'est pas exclu que Bakote la pêche à rien par les Occidentaux. Parce que sa liberté à lui dépend de sa collaboration avec les Mindele contre Kabila. Voilà. Parce qu'il n'est pas le fils de Kabila. Edo Capson dit bonjour Anglo-Congo. Please don't delete the analyse. I will listen after busy now. Ok. Bon, je m'excuse. Hier, j'ai dit à effacer l'analyse parce que j'étais extrêmement fatigué. Et puis pendant l'analyse, c'est un peu rigolo. À un moment donné, j'avais somnolé. Pour être correct avec vous. Et alors, un ami m'a appelé pour me dire, mais écoutez, un ami vraiment proche, il dit, mais tu avais somnolé. Et même mon épouse est intervenue. J'ai dit, bon, dans ce cas-là, je dois annuler l'analyse d'hier. Mais j'ai repris beaucoup de choses que j'avais dit hier ici. C'est vrai que ce n'est pas la même chose, mais j'ai repris beaucoup de choses. Kevin Lagrande Touré dit, je viens de lire un article qui parle d'une réunion avec tous les candidats présidentiels qui puissent organiser les élections dans des endroits opérationnels. Je ne suis pas au courant de ça. Avec l'Internet, il faut faire très attention. Je vous avertis avec cette histoire de CNews. Je vous ai déjà dit, CNews, c'est ce que vraiment on appelle la désinformation. C'est-à-dire, ils mettent un peu de vérité là-dedans. Ils partent d'un événement vrai, ou bien d'un fait vrai, et puis, allez, ils mettent quelque chose de faux là-dedans. Ils font ça tous les jours. Bon, ça appartenait à Mike Moukebaye. Un jour, il a dit que ce n'est plus lui. Il n'a plus les contrôles, mais quand on regarde, on peut voir qu'il y a encore son influence là-dedans. Yvon MK dit les problèmes des avions de Fayoulou, c'est la propagande des réseaux sociaux, il n'y a pas d'avion. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas loué. Hein. Il n'y a pas d'avions en Djili qui ont atterri, mais en tout cas, je crois, j'espère qu'il y a des avions en Afrique du Sud qu'on a déjà loués. Agnès Kassongo Kimbungu dit on gagne du respect quand on voit que tu nourris ton peuple, tu les nourris correctement. Oui.
Yvon MK, à propos d'acharnement politique du PPRD à la Mouka, tout ça c'est la politique de visibilité pour une seule raison, c'est de faire voir que Faïlou est maltraité par les pouvoirs, donc Faïlou est utile dans dans cette stratégie de leur laboratoire, faire attendre beaucoup de ces refus machines à voter en faveur des Kabila. Bon, vous savez, dans cette histoire de la Mouka,